Bonsoir à toutes et à tous, et surtout bienvenue dans ce journal. En voici les titres. Des professionnels sont allés à la rencontre d'élèves de terminale au lycée Albert Ier. L'objectif était pour ces jeunes de trouver la bonne orientation pour un avenir qui se rapproche de plus en plus. Le monde du travail sera d'ailleurs le thème abordé par notre premier invité, l'ancien président de la JCE, Thierry Chausse, par le biais d'une table ronde organisée par la Jeune Chambre économique de Monaco. L'intérêt public est-il vraiment dans l'intérêt du public ? Ça, c'est une question. Eh bien, c'est ce que se sont demandé les membres du Centre d'études prospectives pour Monaco lors d'une conférence au musée océanographique. Vous connaissez Anne Parillot, l'actrice, eh bien, vous allez découvrir Anne Parillot, écrivaine, avec son premier roman, Abusé, où il est question de manipulation et de pervers narcissiques. Nous irons à Dubaï pour découvrir une compétition de e-sport qui s'est déroulée dans le pavillon de Monaco, le Monaco Sim Racing World Cup. Et enfin, nous reviendrons sur la traditionnelle vente de sapins au profit d'Action Innocence, des montants qui sont allés de 2 000 à 30 000 €. Job Site du côté des métiers est une opération qui a eu lieu au lycée Albert Ier ce jeudi matin. Les élèves de terminale ont pu découvrir de nombreux métiers et rencontrer des professionnels afin de réfléchir à leur future orientation. Un reportage de Vanessa Dessy et Orazio Gaggino. L'apprentissage post-bac est au cœur des préoccupations. À l'heure actuelle, les choix de formation restent fortement influencés par différents critères, souvent familiaux. Dans ce contexte, la journée Job Site du côté des métiers a pour objectif de permettre aux élèves de terminale de découvrir un métier hors des clichés, sans se limiter aux emplois traditionnels. Les parents ont une double attitude. Certains veulent absolument que leurs enfants s'épanouissent et fassent finalement le métier, les études qu'ils souhaitent, et d'autres sont extrêmement sécuritaires et essayent de les influencer pour qu'ils aillent vers des carrières sûres. Nous sommes un petit peu finalement entre les deux. Essayer de jongler entre le rêve du jeune et la réalité professionnelle, faire en sorte que le jeune puisse s'épanouir. N'oublions pas qu'ils vont travailler 40 ans. C'est énorme. Autant faire quelque chose que l'on va aimer. Les élèves ont donc eu l'occasion d'échanger avec des professionnels au sujet de cursus qu'ils ne connaissaient pas forcément, même si certains ont déjà trouvé leur voie. Ça m'apporte de meilleurs choix. On peut voir les professionnels, ce qu'ils peuvent nous apporter, d'autres voies peut-être à envisager et leur parcours, donc ce qui est super intéressant. Moi, ça serait dans l'ingénierie automobile, sportive, donc la F1, etc. Et c'est ce qui me passionne depuis tout petit. Donc c'est plus dans ce domaine-là que j'aimerais partir plus tard. Quels sont ces nouveaux métiers ou métiers en mutation? Quelle opportunité professionnelle en principauté? Tant d'interrogations auxquelles les élèves ont trouvé réponse à l'occasion de ces rencontres. Restons dans le monde du travail. Eh bien, la Jeune Chambre économique de Monaco a choisi de proposer une table ronde destinée à déterminer de quelle manière ce monde du travail pouvait se réinventer. La crise de la Covid n'est pas étrangère à ces réflexions qui ont été menées tout au long de l'année et dont le fruit était présenté ce jeudi au Fairmont Monte-Carlo et pour lesquelles l'entrepreneur Thierry Chausse, ancien président de la JCE et animateur des débats, a accepté de livrer ses conclusions à Patricia Navarro. Bonsoir Thierry Chausse. Bonsoir Patricia. La thématique est vaste, réinventer le marché du travail. Comment tout d'abord êtes-vous parvenu à nourrir cette réflexion ? Il y a au sein de la Jeune Chambre économique une commission baptisée Partage d'expérience, c'est cela ? La Jeune Chambre économique, comme vous le savez, travaille sur l'attractivité économique du territoire et donc tous les sujets, toutes les thématiques du moment, du monde actuel font que la Jeune Chambre s'y intéresse. Et l'objectif, c'est savoir comment justement la Jeune Chambre pourrait influer sur ce marché du travail. Bon alors bien évidemment, c'est l'expérience de la Covid qui a nourri cette réflexion au sein de la JCE parce que le mot réinventer, il est clairement désormais associé à la Covid. C'est le mot qui est revenu le plus fréquemment, il a fallu se réinventer. Cette aventure extraordinaire que l'on vit là, c'est une accélération du temps, effectivement. Et donc, chacun a dû se réinventer. Moi, par exemple, dans mon activité, on a dû réinventer notre activité tout simplement parce qu'on ne pouvait plus faire de formation, donc on a dû les faire en ligne. On ne pouvait plus faire de conférences, donc on a dû les faire en visio également. Et puis, sur le recrutement, ça a un petit peu changé. Je me souviens, moi, quelques clients qui me disaient à l'époque, moi, recevoir quelqu'un en visio pour faire un entretien de recrutement, jamais. Et pendant le confinement, comme tout le monde, ils l'ont fait à distance et ils se sont aperçus que ça marchait.
C'est l'une des thématiques que vous avez souhaité souligner. Comment redonner du sens et des repères aux collaborateurs, afin notamment de les sécuriser et de renforcer leur engagement au service de l'entreprise? Aujourd'hui, ils sont plutôt à la recherche de la mission de l'entreprise, de savoir ce que je peux apporter moi dans l'entreprise et ce que je peux apporter grâce à l'entreprise au monde qui m'entoure. Et au final, effectivement, aujourd'hui, je sens aussi des chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus conscients de cette chose-là et qui nous posent aujourd'hui la question en nous disant « mais comment je peux justement leur donner du sens, si ce n'est juste de leur donner un emploi et de leur donner une paye à la fin du mois, comment je peux motiver ces collaborateurs pour qu'ils deviennent ce qu'on appelle, vous savez, les ambassadeurs de l'entreprise ?» Et autant avoir des ambassadeurs, on va dire, positifs et des gens qui se lèvent le matin en se disant « je vais aller travailler et je prends un plaisir fou et je suis fier de travailler dans cette entreprise ». Et pour remotiver ces ambassadeurs, est-ce que le télétravail n'est pas un écueil? Est-ce que cela ne facilite pas l'éparpillement? Alors, le télétravail, c'est un outil. Je dirais, c'est pas la solution en soi, c'est un outil. Déjà, moi, je fais une différence entre le télétravail et le travail à la maison. C'est-à-dire, ce qu'on a fait pendant le confinement, c'était du travail à la maison. C'était un peu à la va-vite. On se connecte avec sa connexion Internet si elle fonctionne bien. On se connecte avec son propre matériel souvent. On a les enfants peut-être avec nous parce que ça a été le cas pendant le confinement. Le télétravail est plutôt quelque chose qui est réfléchi et qui permet en fait aux collaborateurs d'éviter, parce qu'on sait que c'est un peu la complexité monégasque, d'éviter de venir le matin au travail, de perdre 1 heure le matin et 1 heure le soir, donc d'être beaucoup plus efficace. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'obligatoire dans l'entreprise. Certains ont retrouvé vraiment une fracture sociale et n'ont pas du tout vécu ça comme un bon moment. Au contraire, certains nous disent « j'ai hâte de revenir au travail » et maintenant qu'on entend que peut-être demain on ne serait pas reconfiné, mais en tout cas on remet en place ces solutions-là, certains en ont peur. Mais ils en ont peur, je pense aussi, parce que le management n'est pas forcément adapté et c'est là qu'il faut que justement l'entreprise travaille sur ce management, plus un management par objectif, plutôt qu'un management juste sur la sanction, sur vérifier ce que les gens font parce qu'ils sont juste à côté de moi. Il y a un petit point polémique dans vos débats. Vous dites que la rémunération n'est pas la clé de tout. Certains vous diraient que c'est un petit peu comme dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça y contribue tout de même largement. C'est la même chose pour la rémunération, non ? Nous, on considère que la rémunération n'est pas une motivation, que c'est plutôt de la démotivation. Alors, comment on l'explique ? C'est qu'en fait, si vous êtes payé, vous savez que vous avez une grille. Vous savez, aujourd'hui, il y a des grilles de salaire. Vous savez que dans la grille, vous êtes à un certain salaire. Si on vous paye en dessous de cette grille-là, vous allez être démotivé. Si on vous paye au niveau du salaire classique, là, vous n'allez pas être motivé ni démotivé. C'est normal, on vous paye pour faire un job et vous êtes payé à ce salaire-là. Si demain, je vous augmente, vous allez être motivé pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois peut-être. Mais après, ce salaire va devenir votre salaire de référence et donc il n'y aura plus ni de motivation ni de démotivation. Par contre, c'est tout le management que je vais mettre en place, tout ce management positif, toute cette approche que je vais avoir auprès de mes collaborateurs, toute cette vision, cette mission que je mets dans l'entreprise et qui est vraiment source, on va dire, du chef d'entreprise qui va motiver les collaborateurs. Donc, je dirais que c'est plutôt un élément de démotivation qu'un élément de motivation, bien entendu, si on a, on va dire, un salaire convenable. Merci Thierry Chausse d'avoir partagé avec nous le fruit de vos réflexions sur cette problématique de la réinvention du marché du travail. Merci beaucoup Patricia, merci. Chaque année, le CEPROM, le Centre d'études prospectives pour Monaco, organise une conférence au musée océanographique pour promouvoir les activités novatrices dans le domaine des connaissances. Et cette année, le sujet était l'intérêt public. Est-il vraiment dans l'intérêt du public ? Vaste sujet. Reportage de Juliette Rappert et Orazio Gaggino. C'est un rendez-vous annuel de haut niveau où le prince Albert II, accompagné d'économistes et d'universitaires, se sont réunis aujourd'hui lors d'une conférence organisée par le CEPROM, Centre d'études prospectives pour Monaco, pour aborder un sujet d'actualité. Est-ce que l'intérêt public est-il toujours dans l'intérêt du public ? Ça fait partie des questions qu'on se pose très rarement. Il y a beaucoup de suppositions quand les gouvernements, partout dans le monde, prennent des décisions, qu'ils font tout dans l'intérêt public. Et en fait, ce que les économistes ont montré depuis des années et des années, c'est qu'en fait, les hommes politiques répondent aux incitations comme les individus en dehors de la politique et que leurs incitations,
ceux et les pressions politiques auxquelles ils sont soumises, souvent aboutissent à prendre des décisions qui ne sont pas du tout dans l'intérêt général, contrairement à ce que l'on dit. Durant toute cette journée, plusieurs thématiques sont abordées, les marchés libres, gouvernance économique et intérêt public, mais encore l'intérêt public et l'inégalité, une fausse dichotomie. Chercheurs et économistes s'écouteront tour à tour pour pouvoir répondre à cette problématique. My topic for tomorrow's presentation will be free markets, economic governance, and the public interest. So I'm trying to think about what is the public interest? Do free markets play a role in promoting something like a public interest, or at least public benefits? And my answer will be yes, but not unconditionally. Cette conférence était donc l'occasion d'échanger et d'ouvrir le dialogue, et cette année encore, presque 200 étudiants de l'IUM ont pu assister aux différentes sessions. On rejoint Frédéric Hélion pour un premier point sur l'actualité et on commence par cette signature au ministère d'État. Bonsoir Fabien, l'adhésion de la principauté de Monaco à TV5 a été officialisée ce jeudi. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Laurent Anselmi, a signé au ministère d'État la charte de TV5, traité fondateur des opérateurs TV5 Monde et TV5 Québec Canada. Une signature en présence notamment du prince Albert II, du ministre d'État Pierre Dartout et de représentants de la direction de TV5 Monde. La principauté devient ainsi le 6e gouvernement bailleur de fonds de TV5, aux côtés du Canada, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la France, du Québec et de la Suisse. Le diffuseur public monégasque nouvellement créé, Monte Carlo Riviera, intégrera prochainement le capital de TV5 Monde et siégera à son conseil d'administration. On poursuit par cette donation à l'Institut océanographique. Jean Mallory, une figure emblématique de l'exploration polaire, cède à l'Institut océanographique une très large partie de ses collections, archives et effets personnels, une donation qui représente 70 ans d'une vie consacré au peuple de l'Arctique avec près de 500 objets, 200 heures d'enregistrement et 5000 photographies. Afin de valoriser ce patrimoine, une convention tripartite a été signée entre Jean Mallory, l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et l'Institut océanographique en présence du prince Albert II. On termine par les célébrations de la fête de l'Immaculée Conception. Une messe pontificale présidée par Monseigneur David, l'archevêque de Monaco, s'est déroulée hier soir en la cathédrale. Comme le veut la tradition, durant cet office, le vœu du prince Honoré II, fait en 1631 au nom de la population pour remercier la Vierge d'avoir libéré Monaco de l'épidémie de peste, a été renouvelé. Après la messe, place à la traditionnelle procession dans les rues du Rocher, avec un passage devant le palais princier et la bénédiction des crèches. Merci Frédéric. Il est temps à présent de recevoir notre second invité. Son visage est associé à l'un des films cultes de Luc Besson, à Nikita. Après avoir mené une brillante carrière cinématographique, Anne Parillot s'est lancée dans l'écriture. On y découvre une autre facette de l'actrice césarisée en 1991. Elle est l'invitée de la première édition des Rendez-vous culturels de l'Hôtel Métropole et nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Elle est interviewée par Émilie Rousseau. Bonsoir Anne Parillot. Bonsoir. Vous êtes en principauté pour présenter votre ouvrage Les Abusés aux éditions Robert Laffont. Quelle est l'histoire de ce livre? En fait, à travers une passion dévorante, entre un pervers narcissique et sa victime, j'ai voulu rentrer dans la tête de l'abusé comme dans celle de l'abuseur et de démontrer que l'un comme l'autre, au départ, ont des blessures communes, des blessures de l'enfance, que leur socle affectif pour l'un comme pour l'autre a été la plupart du temps détérioré, souillé, maltraité, voire violé, et que ça crée des êtres déviés qui sont entraînés à vivre des relations déviantes toute leur existence, jusqu'à temps qu'ils prennent conscience des tragédies dans lesquelles leurs blessures les entraînent. Et c'est un roman où il n'y a pas de jugement, parce que justement, je voulais nuancer le propos en démontrant
que ce sont deux âmes blessées, que c'est un binôme pathologique qui s'alimentent l'un l'autre comme deux muscles en synergie, et que à travers cette histoire de la rencontre jusqu'à la rupture, c'est tout le décortiquage du phénomène de l'emprise amoureuse. Mais comme toutes les emprises, en fait, on s'aperçoit que elle soit professionnelle ou amoureuse, derrière l'emprise, c'est l'emprise de notre propre enfance qui n'a pas été réglée, qui est donc pas réparée et qui donc nous entraîne à répéter les schémas en permanence. Voilà, c'est une histoire inspirée de votre enfance, mais ce n'est pas un ouvrage autobiographique, hein. Non, ce n'est pas autobiographique, c'est un roman. Il est plus auto-psychanalytique, c'est-à-dire que je vais vraiment en détail et en profondeur rechercher le ressenti plus que les faits, et que le roman pour moi développe les ailes d'un thème de manière beaucoup plus large et permet d'offrir une passerelle au lecteur pour s'identifier ou se projeter dans les personnages, et donc de pouvoir opérer un partage, ce qui pour moi était le plus important quand on aborde des thèmes de l'intime comme ça. Et le roman, et puis le roman permet aussi l'écriture, et c'est vrai que moi les mots, les phrases, la syntaxe et comment on joue avec le bruit des mots pour finir par faire une harmonie, le roman s'y prête, là où l'autobiographie, ça n'est pas nécessaire en fait. Comment vous est venu le déclic de l'écriture, de vouloir poser cette histoire sur le papier ? La disparition de mon père, qui a été comme un déclencheur, comme une autorisation, une permission de pouvoir m'exprimer et libérer une parole. Mais en même temps, ça c'est la partie consciente, parce qu'en fait c'est énormément l'inconscient qui s'est installé à ce moment-là, et que de manière spontanée et viscérale, j'ai senti le besoin de mettre en mots ce qui pouvait m'habiter. L'écriture est un exercice totalement différent que le cinéma, que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'il procure en plus que le 7e art ne vous a pas offert jusque-là ? C'est une mise en abîme et une mise en danger beaucoup plus personnelle, dans le sens où actrice, elle ne souhaite qu'une chose, c'est d'être aimée. Et elle est floutée à travers un personnage, et c'est une aventure collective, là où l'écriture, c'est une mise en abîme personnelle. Et effectivement, si on n'aime pas mon roman, on ne m'aime pas moi en fait. Il y a une exposition et une façon d'assumer ses propos, son point de vue, son regard sur les choses, qui peut prêter à la critique et qu'il faut pouvoir assumer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Et adapter ce roman au grand écran, cela vous plairait ? C'est une des raisons pour lesquelles il existe. Effectivement, je n'étais pas sûre de pouvoir être légitime sur un plateau de cinéma, et que j'avais besoin de passer par une discipline en solitaire où j'allais complètement assumer ma façon d'écrire, ma façon de voir les choses, pour que je puisse réaliser la même chose sur un plateau de cinéma, et qu'on ne me dise pas mais c'est pas les codes, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fait, mais que je puisse dire c'est ma vision et je l'assume. Et pour ça, j'avais vraiment besoin d'être d'abord reconnue dans ce parcours en solitaire. Mais oui, j'ai envie de le réaliser et d'incarner mon héroïne. Parfait. Bien, merci beaucoup Anne Parillot d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info pour nous présenter donc Les Abusés aux éditions Robert Laffont. Merci infiniment. Merci. On retrouve Frédéric Hélion pour un nouveau point sur l'information. On commence par cette exposition à venir. La galerie J&M Design accueille depuis le 2 décembre l'exposition Timeless de David Bailey. L'occasion de découvrir de nombreuses œuvres du photographe britannique, des portraits de légendes du monde de la musique et du cinéma, en noir et blanc ou en couleur. L'exposition est ouverte jusqu'au 19 mars, du mardi au samedi, de 13h à 18h, avec des nocturnes jusqu'à 22h les vendredis et samedis. Ouvrons une page sport avec du basket en Euroleague. Monaco reçoit Milan vendredi soir à Gaston Médecin.
Une rencontre à suivre en direct sur notre chaîne avec aux commentaires David Cosette et Ali Traoré. Face à Milan, la Roca Team espère mettre fin à sa série de 4 défaites consécutives en Euroleague. Pour cela, le retour de Mike James est espéré. L'Américain est toujours incertain à l'heure où on parle. Yacouba Ouattara, Léo Westerman et Jerry Boutielé sont eux forfaits. Dwayne Bacon, lui, sera bien là. Coup d'envoi à 20h, vendredi soir, à Gaston Médecin. On termine par cette information en tennis, Frédéric. Monaco connaît son adversaire pour la rencontre de play-off de Coupe Davis. Les Monégasques joueront au Maroc les 4 et 5 mars 2022. Le vainqueur de cette confrontation validera son billet d'accession au World Group 2. Et d'un sport sur un terrain, nous allons parler de sport derrière un écran avec du e-sport. Nous allons à Dubaï où s'est déroulé dans le pavillon de Monaco hier et avant-hier l'événement d'échauffement de la Monaco Sim Racing World Cup 2021. Les yeux rivés sur le drapeau à damier. Pendant quelques heures, le pavillon Monaco se transforme en circuit comme il en a l'habitude. Une compétition de sim racing où l'on vient chercher des sensations aussi réelles que possible. Ça va être les sensations de force réelle, de chaleur dans la voiture, si dans une voiture fermée ou dans une voiture ouverte, le vent qui vient sur toi. Les forces G, ça va te faire bouger le cou, la tête. Mais là, comme on peut le voir, le simulateur bouge quand même. Donc quand on freine, on ressent quand même, on a des vibrations, donc on a quand même un avant-goût de ce qui peut se passer dans une voiture de course. Joueurs comme joueuses, professionnels comme amateurs s'affrontent dans un sport qui fait la renommée de la principauté. I actually feel protected and safe, so I can, experiment and try different ways and speed. And I like speeding a lot, but I can't do it in real life because I don't feel confident enough. So actually, that's a very good idea to have a simulator like that because it gives you an opportunity to train yourself. Slovaquie, Jordanie, Koweït, plusieurs pays ont envoyé leurs as du volant connectés. Un événement organisé par la Fédération Monaco e-sport, présidée par Louis Ducruet. Tout d'abord, c'est d'aider aux gens Monaco d'améliorer leurs skills, c'est peut-être représenter Monaco au niveau international dans les championnats. Mais aussi, qu'on fait beaucoup, c'est en fait d'attirer l'attention mondiale au Monaco par biais des e-sports. La suite, c'est en caméra presque embarquée. Comme si on y était. Pour la 19e année consécutive, Action Innocence organisait hier soir la vente aux enchères de sapins de Noël originaux de 2 000 à 30 000 euros. La soirée fut prolifique pour l'association monégasque en présence du Prince Albert II à l'Hôtel de Paris. Reportage de Yannick Debevert et Alexandra Marangoni. C'est un rendez-vous annuel caritatif devenu tradition. La vente aux enchères des sapins de Noël pour Action Innocence a cette année encore été un franc succès. Comme chaque année, depuis 2004, le souverain est venu y assister, participant même aux enchères. Une visite princière qui apporte beaucoup à Action Innocence. Il nous soutient, il sait que la cause elle est très importante, donc nous le remercions. Et bien évidemment, ça aide parce que les gens, ils aiment bien montrer aux autres qu'ils sont généreux, c'est pour la bonne cause, donc nous sommes tous ravis qu'on est là. Action Innocence œuvre depuis 2002 à Monaco pour la protection des enfants face aux dangers du numérique. Les recettes de cette vente aux enchères permettront à l'association de financer ses actions tout au long de l'année. Comme nous n'avons pas de subventions, nous n'en demandons pas, d'ailleurs nous n'avons pas de subventions de l'État et nous n'avons relativement pas beaucoup de membres et que nous avons des besoins financiers étant donné que nous avons des psychologues qui vont dans les écoles, donc l'éducation nationale nous l'a autorisé déjà depuis plusieurs années, nous avons des frais. Nous donnons aussi souvent des choses gratuites. Nous avions donné l'année dernière des sacs à dos pour tous les enfants des classes primaires. Et associer un sapin de Noël aux actions de l'association prend tout son sens lorsque l'on sait le symbole qu'il représente. Les enfants sont en danger, même dans leur foyer. Quand vous avez un enfant qui traverse la rue, on prend la main. Mais à la maison, parfois, il est devant son ordinateur et les parents ils ne savent pas qu'il est en danger. Donc, c'est pour... toucher les familles, toucher un moment convivial. C'est les enfants, les sapins, c'est festivités, voilà. Tous ces thèmes se retrouvent dans Action Innocence aussi. 2 sapins spéciaux se détachaient des 29 pièces de cette année. Celui du shopping Métropole Monte-Carlo qui a décidé de rendre hommage à Joséphine Baker. Et puis une broche exceptionnelle sertie de diamants et de pierres précieuses.
Finalement, ce sapin bijou a été vendu 30 000 €, record de la soirée. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Une journée coupée en deux, Fabien, avec de la pluie toute la matinée, puis le soleil va progressivement se faire une place dans le ciel. Des éclaircies sont prévues dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 6 et 9 degrés. Vendredi 10 décembre, nous fêterons les Romariques. Merci Frédéric. Les photos du jour avant de se quitter, consacrées aux classes numériques. Cela fera l'objet d'un reportage que vous verrez dans l'édition de demain. Une visite immersive a été organisée dans plusieurs classes dans le cadre de la transition numérique en présence de nombreuses personnalités. Ce sont des clichés signés Michael Alési. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.